Mon vidéo c'est la plus complète possible sur l'étude du pendule pesant. Donc on considère un pendule pesant attaché à un fil de longueur L. On va prendre ici une base en OZ et on va travailler aussi dans une base polaire. Donc une base polaire avec les vecteurs UR, Uθ, donc UR qu'on va poser ici, UR, ici Uθ, et bien sûr on va le mettre derrière UR, Uθ du phi, qu'on va poser ici, excusez-moi, ici comme ça. Donc une fois qu'on a défini le repère, on va faire un bilan des forces. Donc à quoi est soumis le pendule? Alors il est soumis avant tout à son poids, qui est ici, et également à la tension du fil, qui est ici. Et pour simplifier notre étude, par symétrie de masse, on va considérer le pendule comme un objet ponctuel au point M. Sachant qu'ici on a un point O et qu'on écarte le pendule d'un angle alpha par rapport à sa position d'origine. Donc là maintenant, on a le schéma qui va nous servir à faire le travail, et donc on s'imagine bien que le pendule va osciller de façon harmonique ou pas d'ailleurs, comme ceci, avec une certaine période. Voilà. Donc d'abord, on va commencer par faire une étude, donc avec le PFD, une étude dynamique. Étude dynamique. Alors d'abord, on va travailler dans un référentiel galiléen en coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En coordonnées polaires. Le système, donc ce sera mon pendule pesant assimilé à un point M, de masse M. Au niveau du bilan des forces, on est soumis au poids et à la tension du fil. Et donc le PFD, principe fondamental de la dynamique qu'on peut appliquer ici dans un référentiel galiléen, nous dit que la somme des forces égale la masse fois l'accélération qui dépend du temps. Donc P vecteur plus T vecteur est égal à la masse fois l'accélération qui dépend du temps, évidemment. Donc la première chose à faire, c'est une projection des forces. Alors, on va projeter bien sûr sur UR et Uθ, non pas sur UφI, parce que le déplacement du pendule est un déplacement plan, qu'on peut redémontrer avec le théorème du moment cinétique. Donc d'abord, la tension. Donc on va projeter ici en UR et Uθ, et ce sera toujours comme ça. Donc la tension en UR vaut moins T, et sur Uθ elle vaut 0. La tension est perpendiculaire à Uθ. Le poids en UR il vaut mg fois cos θ. Alors comment on voit ça? Le poids il est là. Donc sur UR ici, on a l'angle qui est là. Donc cos ad hip, cos θ pour le P suivant UR. Et sur Uθ ici, on voit bien tout de suite qu'on aura mg sinus θ. Mg sinus θ. Voici. Pour l'accélération en polaire, il suffit de regarder l'expression de l'accélération en polaire. Donc c'est moins L θ point sur UR et L
θ point point sur l'accélération sur l'accélération uθ. Voilà. Et un moins. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le bon repère, c'est-à-dire que le repère qui est là, uθ, on va le mettre dans le même sens que le sens trigonométrique, sinon on ne va pas s'en sortir. UR, uθ, et du coup u phi comme ça, avec le poids qui va être comme ça, voilà. Ce qui aura pour effet de nous faire apparaître ici un moins ici, tout simplement, et un moins ici. Et donc on a, eh ben, il suffit de faire l'addition de tout ça sur les axes, donc sur UR et sur uθ. On a mg cosinus θ moins t égale à ml moins ml θ point point, θ point, pardon, excusez-moi, et sur uθ moins mg sinus θ est égal à m l θ point point. Et donc c'est cette expression-là dont on va se servir pour déterminer l'équation différentielle qu'on peut réarranger en disant que θ point point, donc on peut simplifier les m, plus g sur l, sinus θ est égal à 0. Voici les équations différentielles. Alors aux petits angles, on peut assimiler sinus θ aux petits angles, alpha en radian bien sûr. Aux petits angles, on peut assimiler sinus θ à θ. Et dans ce cas-là, avec oméga 0 carré qui vaut g sur l, forme canonique de l'équation différentielle, on a une équation différentielle sans second nombre de solution qui vaut θ en fonction du temps égale θ0, θ max, θ initial, fois cosinus oméga 0 t. Mais là, si on regarde le sinus, on a une solution qui n'est pas linéaire. Donc c'est une équation non linéaire. Voilà. Et donc ça c'est aux grands angles, et c'est une équation qu'on va pouvoir résoudre grâce à une simulation Python. Là. Alors, on peut se permettre aussi, quand on étudie un point pesant, de résoudre l'équation en faisant une étude énergétique. C'est encore plus simple. Voilà. Alors, concernant l'étude énergétique, comment on fait? Eh bien, d'abord, on va exprimer l'énergie cinétique. 1 demi de mv carré. La vitesse en coordonnées polaires est indiquée par sur UR L point et sur θ L θ point. Mais on voit bien que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire, donc elle est toujours souvent uθ et donc pas souvent UR. En plus, L étant constant, donc là on a 0. Donc la vitesse ici, on peut l'exprimer comme étant L θ point fois uθ.
Donc pour l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'énergie cinétique vaut 1 demi de m L carré θ point carré dépend du temps. Voici. Pour l'énergie mécanique, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à m fois g fois h. Prenons un peu ici de hauteur, donc là on a la grandeur h. Appelons ici cette grandeur-là, appelons-la i. On remarque que i est égal à L cos θ. Et on remarque que i plus h, quand le pendule est en bas, équivaut à L. Du coup, h vaut L moins L cos θ. Donc pour l'énergie mécanique, potentiel de pesanteur, on a m g L 1 moins cos θ, qui dépend du temps, évidemment. Voilà. Deuxième relation. Et donc on va exprimer la conservation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique est nulle quand il n'y a pas de frottement. Donc ça veut dire que la dérivée de l'énergie mécanique, je ne sais pas ce qui se passe ici, par rapport au temps, est égale à 0. Voilà. Alors ça veut dire quoi ça? Et ben on va dériver 1 demi de ml carré, donc ça c'est une constante. Θ point, ici je vais mettre un carré, hein, évidemment. Et ben la dérivée de u prime, enfin u au carré prime, c'est égal à u prime u sur 2, semble-t-il. Donc ici pour l'énergie cinétique, on va avoir m L carré θ point, donc ça c'est u prime u pardon, fois θ point point, u prime, 1 demi, pardon c'est pas 1 demi, c'est 2, excusez-moi, ne pas se tromper. Et donc du coup ça simplifie de 1 demi, donc voici la dérivée de l'énergie cinétique, plus la dérivée de l'énergie potentielle, donc mgl, c'est une constante, elle va être nulle, moins mgl cos θ, et bien la dérivée de moins cos θ, qui dépend du temps, hein, c'est égal à θ point sinus θ. Là, il y a un plus qui est pareil. Donc, plus ici, mg L sinus θ. mg L sinus θ. Voilà. Et là, on peut factoriser par θ point. Alors, excusez-moi, mg L sinus θ fois θ point, évidemment, du fait de la dérivation d'une fonction qui dépend du temps. Donc, on factorise par θ point. Et on obtient θ point, facteur de m L carré, θ point point, plus m g L sinus θ est égal à 0. Donc là, on peut simplifier avec 0, là on peut simplifier, là on peut simplifier, là on peut simplifier, là on peut simplifier, et on retrouve de ce fait la même équation différentielle. Hop, excusez-moi. Hop. Ah, j'ai un problème. Je sais pas. Hop. On va relancer ça.
Voilà, c'est reparti. On remet ça en grand, vérifions un peu ici la charge du CPU, 60 degrés. Voilà. Et on retrouve du coup, je disais, idem. Donc dézoomons un peu. L'équation différentielle est ici. Hop. On va la prendre ici. On va zoomer un peu. Et on peut aussi rajouter, si on veut, parce que parfois il y a des forces de frottement, un terme de force de frottement. Donc on va marquer mu fois θ point. Alors ça c'est le terme des forces de frottement qui est toujours homologue à force de frottement est égal à kV pour les petites vitesses, sinon c'est kV carré. Donc kV, kθ point, etc. Donc ici on a un terme de frottement. Alors avec mu qui est un coefficient de flottement pondéré bien sûr par la longueur, etc., etc. Il faut résoudre l'équation différentielle plus, comment dire, plus précisément. Donc là ici, on a un terme d'accélération, on a un terme de mouvement, on a un terme de frottement. Ça ressemble d'ailleurs à un circuit RLC finalement. C'est le même principe. Et voilà. Donc là dans ce cas-là, on a une équation différentielle d'ordre 2, non linéaire. On va utiliser une équation, une simulation Python pour étudier un petit peu les différents cas de tout ça. Alors pour ça, on va utiliser la fonction O de int. J'ai pris g égale 9,81 et une longueur de 30 cm, 0,3 mètres. Je vais d'abord commencer par un pendule simple, non linéaire, sans amortissement. Donc non linéaire, attention, sans amortissement. Je prends ici un oméga 0 qui vaut racine de g sur L, θ qui vaut 0,05, un petit angle, donc on est dans l'approximation du pendule harmonique, une vitesse initiale nulle. Je crée un vecteur condition initiale avec θ0 et dθ. Et je crée la fonction O de int avec le vecteur contenant θ et θ'O. Donc la fonction prendra comme argument le vecteur v et le temps, avec le vecteur v0 qui vaut les conditions initiales, θ et d de θ qui est le vecteur v qui contient θ et θ point. Alors j'appelle, je ne suis pas obligé de le faire, mais j'appelle dθ θ'. Donc ça j'aurais pu laisser comme ça. Et là j'exprime θ point point, donc θ point point, comme étant moins oméga carré np sinus de θ. Donc ça c'est l'équation différentielle. Et je demande à la fonction de me retourner θ point et θ point point en 1 et 0. Je définis un temps de 0 à 5 avec 1000 points. Je demande la résolution de l'équadif, donc la résolution O de int de l'équation différentielle en prenant en compte les vitesses, les conditions initiales et le temps. Je lui demande de m'exprimer l'angle, donc c'est la valeur 0 dans mon vecteur, et la valeur de θ point, la valeur 1. J'aurais pu demander la θ point point, c'est la valeur 2, donc c'est là, 0, 1, 2. Et je lui demande de m'afficher la figure d'angle et le portrait de phase, c'est-à-dire l'angle en fonction de θ point, θ et θ point. Donc là, j'observe un mouvement qui est harmonique avec une ellipse qui nous indique un mouvement harmonique. Mais attention, l'équation n'est pas linéaire. Prenons par exemple un angle θ bien plus élevé, en radian, de θ. Et là, on remarque ici que le portrait de phase indique qu'on n'est plus sur une ellipse. Donc on est sur un mouvement qui n'est plus harmonique. Et plus on va augmenter l'angle, plus les conditions seront drastiques, plus on va obtenir donc, une figure de phase qui ne ressemble plus à une ellipse, mais plutôt à un œil, si on veut, comme un œil de biche. Vous voyez? Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si j'inclus les frottements? Donc là, j'ai inclus un frottement d'un coefficient de 0,5. Je mets un angle de vitesse initiale énorme et une vitesse angulaire initiale énorme. Donc là, je suis vraiment dans des conditions de manipulation un peu extrêmes, c'est-à-dire que je mets une grosse vitesse initiale et un grand angle, je lance un bon coup sec et je considère qu'il y a un frottement. Dans la fonction O de int de ce fait θ point point, je rajoute ici le terme en frottement. Alors j'ai pas fait tout à fait pareil, j'ai mis θ point comme vecteur, j'ai nommé A comme θ point, j'aurais pu ne pas le nommer, et dA, θ point point, en fonction de θ. Et je lui demande de me retourner A et dA, c'est-à-dire θ et θ point point. En 0, on aura
θ. En 1, on aura θ point, et en 2, on aura θ point point. Donc dA égale θ point point. Même principe, résolution. Et donc là, j'observe ici qu'en fait, un portrait, où j'observe ici le fait que le pendule fait un tour sur lui-même et après se met à osciller, en étant amorti. Tour sur lui-même qu'on observe ici par un portrait de phase. Donc le pendule ici sur le portrait de phase fait des rotations complètes finalement, pour ensuite venir ici s'amortir peu à peu. Et si j'avais continué, on aurait eu un amortissement jusqu'au centre. Donc là, il faut vraiment imaginer un pendule, si je regarde si je reprends ma simulation. Un pendule qui, avec une vitesse et un grand angle, aurait fait comme ça, pour ensuite s'amortir comme ça tout doucement. Et c'est ce qu'on observe sur le portrait de phase et sur le portrait temporel, en fonction de l'angle. Et maintenant, dans cette simulation-là, j'ai mis un pendule sans frottement avec plusieurs angles différents. Donc comment je fais ça? Je refais la fonction de int. Et là, je crée, donc pour θp dans θ0, je crée les conditions initiales. Et en fait, θ0, j'y donne plusieurs valeurs. 0,1, 1, 1,5. On pourrait mettre 3,5 pour voir. Et puis je demande une résolution dans une boucle. Donc pour θ point dans θ0, et bien ici, je fais la résolution avec en changeant finalement les conditions initiales. D'accord? Et là, je demande l'affiché graphique. Et que se passe-t-il si je mets play? Parce que là, j'ai changé de valeur. Donc là, vous voyez, on a des résolutions complètement différentes. Avec une porte-phase qui indique bien qu'on n'est pas sur quelque chose d'harmonique. Je vais essayer de voir ce qui se passe quand j'ai mis tout à l'heure un angle initial de 1,5. Voilà, là on est sur un portrait un peu plus normal et on voit que sur les petits angles on a une approximation de pendule harmonique, mais dès qu'on augmente la valeur des angles, on est sur une approximation de pendule qui n'est plus harmonique. Voilà. Prochaine étape, l'étude du pendule de Foucault.